Alors, bonjour à tous, je suis Angélique Randolet, je travaille pour Digital 113 et je suis en charge du programme Digital is Future. On se retrouve ici pour l'événement Starting Lab qui s'inscrit dans le programme Digital is Future dédié au secteur public. Et je laisse tout de suite la parole du coup à notre président Emmanuel Mouton qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour introduire du coup cette session de Digital is Future dédiée à l'innovation. C'est pas moi qui ai l'honneur, c'est surtout les participants qui ont l'honneur d'être présents et tous les intervenants qui ont pris donc du temps pour arriver justement à partager avec nous aujourd'hui, comme tu l'as dit, hein, Angélique, merci encore de cette organisation. Digital et Future, c'est accompagner la transformation digitale d'un secteur d'activité. On travaille depuis plusieurs mois donc, sur le secteur public. Et aujourd'hui, donc, le secteur public a beaucoup d'enjeux autour de la transformation numérique. Donc, on est heureux que Digital 113 puisse les accompagner et voir que les acteurs du numérique en région sont en capacité de les accompagner à se transformer, notamment autour de l'enjeu de la data. La data publique, il y en a beaucoup, comment on la traite, comment on peut l'utiliser, à quoi elle peut servir, comment la valoriser. Donc, c'est un fort enjeu, mais aussi l'intelligence artificielle, c'est au cœur de l'actualité. On en parle beaucoup en ce moment sur ChatGPT. Donc, le secteur public est forcément touché. Et aussi, et là, ça nous tient beaucoup à cœur au sein donc, de Digital 113, c'est le numérique responsable. C'est l'engagement sur la sobriété numérique. Et on est des acteurs engagés pour construire des outils innovants, mais des outils innovants responsables. Et, euh, et donc, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir créer ces outils en Occitanie et ensemble. Et aujourd'hui, c'est un format que j'aime bien parce que c'est un format avec la recherche. Et faire des liens entre la recherche, le monde de l'entreprise et un secteur d'activité donc qui est le secteur public, on va voir il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'innovation, beaucoup de synergie à créer. Et c'est le rôle de Digital 113, c'est notre rôle, en tout cas on le prend comme ça, donc d'arriver à créer ces liens-là, à pouvoir fluidifier les échanges entre la recherche et le monde académique et le monde de l'entreprise pour arriver à faire bénéficier donc, de toutes ces innovations et de toutes ces recherches donc, au secteur public. Donc, merci en tout cas, encore une fois, à tous les intervenants qui nous permettent d'avoir cette vision, d'avoir des retours d'expérience, d'avoir que tous les membres qui sont présents ici se rendent compte qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'il y a des échanges qui sont possibles et qu'ensemble, on peut arriver à faire vraiment des belles choses. Donc, c'est tout l'objectif donc, de ce programme. Donc, je vous souhaite un très bon webinar avec plein de choses passionnantes qui vont en ressortir. Et j'espère que ça va ressortir surtout sur des beaux projets et qu'on va pouvoir encore valoriser toutes ces actions. Merci à tous et bon webinaire. Merci Angélique. Merci Emmanuel. Et ce programme, donc Digital is Future, il ne se ferait pas évidemment sans nos partenaires privilégiés et sponsors qui financent une partie de notre programmation. Donc, on a notamment sur cette saison secteur public CGI et l'entreprise Edater. On a aujourd'hui du coup Philippe Miellet qui est présent et qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur Edater et puis pourquoi du coup il participe activement du coup au programme Digital is Future dédié au secteur public. Philippe, du coup, je te laisse la parole. Oui, merci Angélique, merci Emmanuel. Je vais être très rapide parce que l'intérêt, c'est qu'on franchisse vite la barre des présentations et des discussions collectives. Donc déjà, je voulais vous remercier Digital 113 pour la qualité des ateliers et des sessions dans cette session Digital is Future secteur public. Je crois que ça a été rappelé par Emmanuel, hein, c'est un gros enjeu aujourd'hui, particulièrement vrai chez nous. Moi, je suis Philippe Miellet, je suis directeur associé d'Edater. On accompagne, nous, les acteurs publics, les collectivités, les services de l'État, les grosses agences comme l'ADEME, dans la définition des stratégies de politique publique, l'accompagnement à la transformation ou l'évaluation des politiques publiques.
On intervient beaucoup en Occitanie, auprès d'un certain nombre d'ailleurs d'acteurs et d'institutions qui sont représentés aujourd'hui, mais aussi au niveau national. Alors pourquoi nous, cabinet de conseil, je dirais en évaluation et stratégie de politique publique, on est particulièrement intéressé dans la transformation numérique et data des acteurs publics? C'est que ça fait de très nombreuses années que Edater, et notamment moi qui encadre plutôt ces activités au sein de l'entreprise, on est persuadé que l'innovation technologique au service de la transformation des politiques publiques, c'est quelque chose de fondamental. Donc, c'est vrai, c'est un truisme aujourd'hui, mais néanmoins, si on est là tous autour de ce webinaire, c'est qu'on en est convaincus. Et nous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on développe, qu'on conçoit des tableaux de bord de suivi, de pilotage, d'évaluation des politiques publiques. Et Emmanuel l'a dit aussi, bien évidemment, la question de la data aujourd'hui, des data services, bien sûr des questions éthiques autour de la data. On a la chance d'avoir en Occitanie aussi, à côté de clusters comme Digital 113, des organisations comme Equitia, dont on fait évidemment partie, mais les questions aussi aujourd'hui de l'éthique autour de l'intelligence artificielle et de la décision publique sont des choses qui nous percutent vraiment de façon extrêmement opérationnelle aujourd'hui, en lien avec les demandes de nos clients. Voilà, donc à ce titre, moi je suis particulièrement heureux de participer et de vous entendre dans ce Starting Lab sur l'innovation. Je suis persuadé qu'on va avoir de très nombreux exemples des transformations en cours, et de voir comment effectivement les partenariats publics, privés, recherche, collectivités, services de l'État peuvent fonctionner. Je crois qu'on en a tous besoin et on a tous un intérêt partagé aujourd'hui à mettre nos compétences et nos savoir-faire en commun. Voilà, donc je vous souhaite à tous, et ainsi qu'à moi-même d'ailleurs, une bonne session, puisque je vais avec intérêt suivre l'ensemble de ces présentations. Merci à toutes et à tous. Merci, merci Philippe pour ce mot d'introduction. Évidemment, je ne pouvais pas démarrer la session sans parler aussi de nos partenaires qui travaillent aussi sur le contenu du programme Digitalis Future et avec qui on organise les différents comités de pilotage pour alimenter cette programmation. Donc, on a notamment Benoît Chabrier de la préfecture qui fait partie du comité de pilotage, la région Occitanie, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, le SICOVAL ad hoc, ainsi que le conseil départemental de Haute-Garonne, Softeam, Aérologement, et puis évidemment CGI et Edater qui font partie de ce comité de pilotage et qui travaillent à la construction de tout ce programme et de tous ces événements de Digitalis Future. Sans plus tarder, on va pouvoir démarrer du coup le vif du sujet. Et donc sur ce webinaire, on va pouvoir d'abord avoir une intervention d'Alice Vilco pour comprendre l'innovation, comment elle fonctionne dans la fonction publique, qui nous présentera notamment les politiques prioritaires de l'État, qui nous présentera aussi le labo de la préfecture qui oriente les différents projets. On aura aussi une intervention au niveau de la région, du laboratoire d'innovation publique de la région, et puis l'innovation qui est initiée au sein de la chaire de l'Université de Montpellier, qui sera présentée par Alice Vilco, par Pauline Folcher. Et enfin, on aura un exemple de financement d'innovation d'un projet européen qui a été porté par Softeam. Voilà. On démarre du coup avec Alice Vilco sur... Voilà. Alice, je vous donne, qui est conseillère du préfet sur la transformation et l'innovation publique et pilote du labo, qui est le laboratoire d'innovation de la préfecture. Voilà. Merci Angélique. Merci Angélique. Alors, je ne peux plus passer les slides. C'est bon. Désolée. Donc oui, je m'appelle Alice Vilco, je suis conseillère du préfet en charge de la transformation et de l'innovation publique. Pilote à ce titre du laboratoire d'innovation qui s'appelle le Labo. On a changé de logo d'ailleurs sur la présentation. Non, c'est pas grave. Et puis, je pilote également le dispositif de politique prioritaire du gouvernement. Certainement un objet qui vous est inconnu, mais pourtant qui est fondateur aujourd'hui dans la manière dont on fait le service public et les politiques publiques. Je vais essayer de vous faire une présentation un peu de comment ça se passe l'innovation dans le secteur public, en tout cas dans la fonction publique de l'État. Je ne suis pas forcément très bien placée pour vous expliquer comment ça se passe dans les collectivités, parce qu'en fait, c'est des identités, des cultures, des attentes et puis des objectifs très différents malgré tout, même si l'objectif final, la finalité, ça reste le service public à l'usager.
Je vais essayer de redresser un peu, d'enfoncer des portes au début, mais ça fait jamais beaucoup de mal. Et surtout, je vais le faire avec mon point de vue de pilote de laboratoire d'innovation d'une préfecture, enfin, en tout cas de l'État en Occitanie, qui est peut-être pas la vision que vous avez, que ce soit mes collègues qui sont en collectivité ou vous en entreprise. Mais voilà, plusieurs vérités peuvent exister quelque part. La première chose, quand on parle d'innovation publique, finalement, de quoi parle-t-on? Alors, je ne me suis pas tentée à vous faire une définition par le menu de ce qu'est l'innovation publique. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'elle est éminemment nécessaire, et encore plus aujourd'hui pour faire face aux défis actuels et de demain. Quand on parle de défis, ça implique systématiquement une remise en question des pratiques établies. Donc, l'innovation publique, c'est aussi une discontinuité, c'est-à-dire que c'est bien ce qui marque la différence entre innovation et modernisation, c'est qu'on a une certaine rupture dans les manières de faire, dans les concepts, dans les technologies. La difficulté qu'on peut ressentir aujourd'hui au niveau notamment de certains ministères, de certains ministres, c'est qu'ils ne veulent pas entendre parler d'innovation. Ils acceptent d'entendre parler de modernisation, de transformation. Et chez nous, en tout cas, on a réussi pour l'instant, et c'est pour ça que mon poste s'appelle chargé de mission transformation et innovation publique, c'est qu'on arrive à faire coexister les deux choses, et à bien faire comprendre que ce sont deux choses bien différentes. L'innovation publique, c'est aussi un changement de paradigme, donc, et c'est toute une culture à inscrire dans un service public. Et pour le vivre de l'intérieur, on a encore énormément de travail à faire sur ce sujet-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas les volontés qui manquent, mais parfois, on n'arrive pas forcément à réunir toutes les caractéristiques, tous les bons ingrédients qui font que finalement, on va réussir à assurer ce changement-là. Pour passer à la suite, voilà, c'est là qu'on enfonce les portes. Pour reprendre les différents types d'innovation publique, alors c'est loin d'être exhaustif, mais c'est surtout les types d'innovation qu'au sein du lab, on traite en particulier. Les innovations de procédés, donc c'est par exemple, donc je vous donne un exemple, c'est sortir de la notion de guichet pour aller vers les usagers. C'est-à-dire qu'on va changer la manière de travailler, le procédé de travail pour être plus efficient. L'innovation de gouvernance, des nouvelles modalités de gouvernance, de décision, reposant notamment sur l'intelligence collective, laissant plus la place à l'individu, à son esprit critique et à sa capacité de décider. L'innovation de produits et de services, ça va être par exemple de nouveaux systèmes d'identification sécurisés pour accéder à vos démarches administratives. On a eu France Connect, on a de nouveaux services qui sont en conception aujourd'hui. Innovation conceptuelle, alors là, j'ai un peu peiné à définir le truc, donc j'ai trouvé une belle citation qui me semble bien représenter la chose, c'est-à-dire le plus difficile au monde est de voir nos lunettes, parce que nous voyons le monde à travers nos lunettes. Donc, c'est réussir à se poser, alors ça va être très thématique, mais se poser en dehors de la boîte, comme c'est souvent exposé, et remettre en question finalement les concepts qui sont acquis, qui sont à quelque part un peu immuables dans nos organisations. Et du coup, ça me permet de faire le lien direct avec la suite, c'est-à-dire l'innovation managériale et sociétale. Comment augmenter la place de la confiance, de la responsabilité, du droit à l'échec. Comment mieux prendre en compte le fait qu'on a des agents et des usagers qui sont des humains, donc qui ont une vie complexe avec plein de facettes. Et tout ça dans des organisations qui sont assez historiques, assez hiérarchiques. Des ministères qui sont notamment le ministère de l'Intérieur, qui est un ministère très carré, très militaire. Et ça, c'est tout l'enjeu un peu de l'innovation et de réussir à faire ces ruptures-là, tout en douceur, on va dire. L'enjeu de l'innovation publique, finalement, c'est bien de rendre possible toutes ces innovations-là sans rentrer dans le gadget, sans rentrer dans, on va dire, l'effet totem, et sans rentrer dans le innovation washing, si je puis dire. Aussi nécessaires soient ces gadgets, que ce soit pour l'agent ou l'usager. J'essaye de ne pas trop tourner ma présentation sur le numérique parce que vous verrez un petit peu après pourquoi je le fais. Et finalement, derrière chaque innovation de produit et de service qu'on a pu expérimenter depuis la création du lab, et j'en reparlerai tout à l'heure, c'est qu'on a systématiquement des questions de concept, des questions d'organisation, des questions d'humain qui se posent. Et envisager pouvoir traiter seulement l'innovation de produits, l'innovation de services sans prendre en compte toute cette constellation de questions, c'est finalement aller droit dans le mur, d'après moi. Alors, on va essayer de passer à la suivante. Hop, j'ai passé trop vite. Alors, finalement, l'innovation, c'est par qui et pour qui? Pour qui? Les agents, donc ce individu, le collectif de travail, les services déconcentrés de l'État en région, donc ça va être les directions régionales de l'aménagement,
de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRAGES, les rectorats, enfin, tous ces services-là. Je ne sais pas si vous avez une très bonne connaissance des services de l'État, c'est assez tentaculaire. Donc, bon, voilà, grossièrement, on a des services qui sont décentralisés, des services qui sont déconcentrés. Et ces services qui sont déconcentrés, ils sont soit sous l'autorité d'un ministère, soit sous l'autorité du préfet de région Occitanie. Et puis, on a le pour qui, les usagers. Alors là, si vous voulez avoir la plus grande diversité de clients possible, eh bien, venez dans le service public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un public, il y en a autant que d'individus. Il y a des gens qui sont déconnectés au niveau social, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui sont dépendants, il y a des gens qui ont des besoins très spécifiques, il y a des gens qui... Enfin, voilà. On ne peut pas, on pourrait constituer une bibliothèque de personnel assez astronomique si on rassemble tous les projets qu'on a eu à mener en termes d'innovation publique aujourd'hui. Et ça, c'est un des gros challenges qu'on a actuellement. Le par qui? Donc, par les laboratoires d'innovation publique, en préfecture, dans les services régionaux, dans les rectorats. Il manque un joli S, merci de ne pas m'en tenir rigueur, dans les ministères. Et si vous êtes intéressé pour connaître toute cette constellation d'acteurs, je vous renvoie donc au lien que j'ai mis dans la présentation, qui est l'atlas des laboratoires qui a été constitué par la délégation interministérielle, la direction interministérielle de la transformation publique, appelée DITP. Et qui vous donne une cartographie un peu de tous ces acteurs d'innovation au niveau national et au niveau local. C'est pour moi mes points d'entrée dans les autres services, mes points d'entrée dans les autres directions. C'est-à-dire que quand j'ai un projet à monter, j'associe les gens qui ne dépendent pas directement de l'autorité du préfet, je passe par le lab parce que je sais que ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que finalement, au sein des labs, on a une capacité d'action un peu plus... on est un peu plus libre, en fait, sous couvert de l'expérimentation, sous couvert de l'innovation. Et du coup, on peut aller un peu plus vite. On a également les directions, encore il manque un S interministériel, donc la DITP et la DINUM. Donc, c'est des directions qui sont assez transverses et qui vont devoir s'articuler avec des directions et des secrétariats généraux dans les ministères. Et c'est un peu toute la complexité des choses, c'est que sur notamment le numérique, on a une direction interministérielle du numérique, et que cette direction interministérielle du numérique doit travailler avec les directions du numérique de chacun des ministères. Et parfois, ça ne marche pas comme il faut. Parfois, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des spécificités de chaque métier qui font qu'on ne peut pas avoir les mêmes outils numériques tout le temps. Et c'est vraiment le gros travail qu'on mène aujourd'hui qui nous oblige aussi à travailler avec une approche très holistique des sujets numériques et très transverse. Et vous verrez qu'on manque parfois d'outils pour travailler de cette manière-là. Et puis, il y a le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, dont le ministre est Stanislas Guerini. Voilà pour le tableau, je vous organigramme très rapide. Finalement, je vous ai parlé des labs d'innovation, mais de quoi s'agit-il? Finalement, alors c'est un réseau actif, comme je vous le disais, répertorié dans l'atlas des labs, présent dans toutes les administrations, dans tous les territoires. Leur objectif, on va dire unique, commun, c'est d'accompagner les administrations dans la définition, la mise en œuvre de solutions avec un S, répondant à leurs enjeux de transformation. Donc ça, c'est, on va dire, le commun, ce qui relie tous les laboratoires d'innovation. Mais chaque laboratoire a son identité. Il y a des laboratoires qui vont plus travailler sur les thématiques RH, il y a des laboratoires qui vont plus être dans la tech, qui vont plus être dans le numérique, la data. Enfin, nos collègues du TILAB qui travaillent beaucoup en Bretagne sur la valorisation et l'ouverture de la donnée publique. On a des laboratoires qui vont beaucoup plus travailler sur les processus métiers, etc., ou l'accueil, les espaces de travail, par exemple, l'organisation du travail. Donc, chacun a un petit peu son identité en fonction de ce qu'il a constitué et puis aussi des profils qui pilotent ces laboratoires d'innovation. Au niveau régional, on est 14 laboratoires d'innovation territoriale qui sont rattachés aux préfectures de région, donc qui sont hébergés dans les SGAR, les secrétariats généraux aux affaires régionales. Et au global, on a 80 laboratoires d'innovation publique qui sont mobilisés donc, dans tous les organismes possibles au niveau national. C'est un vrai réseau et on est animé par la DITP et c'est grâce à ce réseau qu'on peut réussir à monter des projets très transverses et comme je vous le disais, c'est ce réseau finalement qui fait la force de l'innovation publique d'après moi en innovation de la fonction publique.
Le laboratoire d'innovation. Donc, le labo, c'est un des labs qui a été créé, un des plus anciens en préfecture, puisqu'on a répondu au premier PIA, Programme d'investissement d'avenir, en 2016, avec quelques copains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu les mammouths, non pas par notre taille, mais par notre ancienneté, des laboratoires d'innovation. Et ça joue un peu dans la manière et dans les projets qu'on va pouvoir porter. Les 3 axes stratégiques qui sont vraiment les fondations du laboratoire et qui nous permettent de dire si on va intervenir ou pas. Donc, premier axe, c'est sensibiliser et acculturer les agents à l'innovation par des formations, des visites, des rencontres. C'est expérimenter des modalités d'innovation plus participatives et créatives. Donc, c'est toutes les compétences de facilitation, toutes les modifications de posture, tout ce qui va être dans les méthodes de travail finalement. Et si je dois donner un exemple, mettre fin aux réunions de 3 heures pour laquelle personne ne sait pourquoi on est là et dont rien ne ressort. Et Dieu sait qu'on est très, très doué pour ça. Incuber des projets innovants mobilisant de nouvelles méthodes. Je vous fais un petit cours d'orthographe en même temps, ça me fait du bien. Donc, ça va être du design des sciences comportementales, un certain nombre on va dire, de techniques, si on peut appeler ça, de sciences, qui ne sont pas forcément très utilisées dans la fonction publique, non pas par manque de volonté, mais par manque de compétences et puis par manque d'opportunités. Voilà pour le labo. Les feuilles de route, puisque au-delà de ces axes fondateurs, on a finalement une programmation pluriannuelle. Donc, on a eu un Cubo qui était une feuille de route dédiée au numérique entre 2019 et 2022, fin 2022. L'objectif, c'était d'accélérer la transformation numérique de l'État en Occitanie, avec un appui au déploiement de la dématérialisation des processus et des procédures. Il faut savoir que c'était un objectif à l'époque du président d'avoir 100% de dématérialisation. On en revient. Développement de nouveaux outils et services numériques pour notamment les services métiers dont certains peuvent être un peu délaissés par leurs administrations centrales, par leur ministère. La mise en place d'un programme d'acculturation des agents au numérique. Donc, ma prédécesseur, Sarah Natter, qui a créé le lab, avait mis en place tout un programme de webinaires dont un certain nombre d'entreprises de Digital 113 ont participé, de mémoire. Et puis, une mise en place d'un programme d'accompagnement d'inclusion numérique, donc avec des associations sur ces sujets-là. Et puis, petit à petit, c'est un sujet qui est passé dans le périmètre, dans le portefeuille de Benoît Chabrier, délégué régional au numérique. Et c'est certainement l'axe sur lequel on a travaillé, notamment sur des projets sur les femmes et l'inclusion numérique des femmes, et notamment des femmes étrangères. Mais ce n'est pas finalement en volume et en poids financier l'axe qui a le plus mobilisé, malheureusement. Et donc, la nouvelle feuille de route aujourd'hui, c'est un Cubo 2. Elle est née en janvier de cette année et elle vise, voilà, j'ai fait un super beau copier-coller sans finir. Elle vise à accélérer le déploiement des politiques prioritaires du gouvernement. Les PPG, donc les politiques prioritaires du gouvernement, elles sont au nombre de 60, elles ont été définies par le président de la République et elles ont été consolidées dans le cadre du séminaire gouvernemental de septembre et elles portent sur l'ensemble du périmètre d'action de l'État. Donc 60 politiques publiques qui se déploient au niveau des territoires en 150 chantiers prioritaires. Chantiers prioritaires, je vais avoir par exemple limiter les effectifs des classes de grande section CPC20 à 24 élèves. Ça va être assurer le remplacement systématique des enseignants absents. Ça va être réduire les impayés de pension alimentaire. Ça va être améliorer, lutter contre le trafic de stupéfiants. Voilà, c'est très, 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 très large avec du coup un périmètre qui est assez monstrueux. Et il faut savoir que ce sont les préfets de régions et de départements qui vont être les responsables du déploiement de ces politiques-là, avec, alors ça intéressera potentiellement EDATER, avec un vrai pilotage par les objectifs, par la donnée de l'action publique, qui pose un certain nombre de questions sur la manière dont on fait une fois qu'on a posé ce cadre-là et ces outils de travail-là. Et l'enjeu, donc, c'est de recentrer l'innovation au service des politiques publiques. C'est pour ça qu'on a un peu fait le pivot de dire notre objectif, ce n'est pas de déployer le numérique, notre objectif, c'est de se servir du numérique pour les politiques publiques. Parce que la personne que ça doit impacter, in fine, c'est l'usager. Ce n'est pas la politique publique que ça va impacter l'usager. Ça nous permet aussi de sortir des projets un peu gadgets, de services qui ne fonctionnent pas, qui disent, bon, en fait, il faut ce super outil, et ce n'est finalement pas l'outil la question. C'est parfois l'action mise en place par le service en question qui n'est pas efficiente.
Et quand je pense recentrer l'innovation au service, bien sûr, je ne parle pas que du numérique. Accélérer l'évolution des pratiques et des méthodes pour atteindre des objectifs fixés, c'est vraiment mettre en place à la maille la plus fine une pratique de pilotage, une pratique comme on pilote des projets dans une entreprise. Finalement, les politiques publiques, elles doivent bénéficier de ces méthodes-là, bénéficier de ces processus, de cette manière de faire et de cette attention et surtout de cette vision stratégique. Et le dernier, c'est de soutenir un service public du dernier kilomètre. Et c'est bien l'intérêt des labs, c'est qu'on a une certaine culture et un certain nombre de compétences dans l'association de l'usager parce qu'on a mené un certain nombre de projets de design avec les usagers. Et aujourd'hui, ça fait partie des grosses problématiques, des gros sujets sur lesquels on travaille. Les besoins actuels et futurs du point de vue du labo. Alors, j'ai essayé d'être encore une fois très très large, de ne pas me concentrer sur le numérique, considérant que finalement le numérique pouvait intervenir dans tous ces blocs-là. On a les enjeux de concertation et de participation du public. C'est majeur. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on a des outils qui fonctionnent, des outils qui sont souverains, des outils qui sont clairs, qui sont reconnus en termes de sécurité, j'en parlerai juste après. On a les enjeux de structuration, capitalisation et valorisation de la donnée, mais là, je ne vais pas répéter ce qui a été dit juste avant. On a une ligne d'information au sein des services et une inconscience totale de la valeur et de la sensibilité des choses. Et on ne peut pas en vouloir aux agents parce qu'il y a une vraie question de moyens qui est posée et de stratégie. Une montée en maturité sur l'IA, je crois qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de comprendre ce que c'est que l'IA au-delà de ChatGPT, justement, et une vraie exigence de maîtriser l'usage de cette technologie-là dans le service public avec toutes les questions éthiques qui se posent et qui sont déjà finalement énormément réfléchies au niveau central et au niveau européen surtout. Les questions de nouvelle organisation au travail, ici j'ai mis le joli acronyme PFRH à côté, c'est qu'on a une plateforme ressources humaines OSGAR qui travaille sur ces sujets-là et pour lequel on a des vraies questions d'innovation. Les besoins d'outils de compréhension et de cartographie des écosystèmes, des projets, des services. En gros, comment est-ce qu'on assure une lisibilité de l'action publique, une lisibilité des dispositifs? Ça va de pair avec la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Des besoins autour de la communication, que ce soit les outils, les vecteurs et les stratégies. On a un vrai sujet de communication, on est très mauvais communicants au sein des services de l'État. Il y a beaucoup d'agents qui considèrent que finalement, il n'y a pas besoin de communiquer sur leur métier, sur ce qu'ils font, alors que c'est justement ce qu'ils font qui a un impact sur les gens et c'est important que les gens le comprennent parce que c'est tout des enjeux de société qui se posent derrière ça. Outils basiques des agents, alors comme je vous disais, pilotage de projets complexes, tous les outils qui vont nous servir tous les jours. Je pense que si vous aviez connaissance du panel d'outils dont on dispose, vous vous arracheriez les cheveux en tant que membre de Digital 113. Et c'est pas peu dire, vraiment. Et le problème, c'est qu'on peut il est très difficile de porter des vrais projets d'innovation numérique quand le téléphone portable et l'ordinateur ne fonctionnent pas. Les gens disent c'est bien ton projet, mais commence par faire fonctionner mon téléphone, mon portable et ma boîte mail et après on en reparle. Et ça, c'est aussi une conséquence, comme je vous le disais, de cette complexité d'écosystème entre les SG des ministères, les directions informatiques des ministères et la direction interministérielle du numérique. Il y a un peu des à-coups qui font que parfois ça ne matche pas bien comme il faut. Des enjeux de formation, parce qu'on a aujourd'hui, et je vous renvoie vers la stratégie de la direction interministérielle du numérique qui a été communiquée en février ou mars 2023 par Stéphanie Fer, la DINUM, avec du coup une vraie ambition d'avoir des solutions souveraines à l'État, notamment numériques, et d'internaliser des compétences qui permettent d'assurer cette souveraineté. On a une vraie fuite des compétences numériques au sein des services de l'État. On se rend compte que sur un certain nombre de sujets, on ne peut pas faire appel à une entreprise extérieure. C'est beaucoup trop complexe, en fait. On a besoin d'avoir la main sur les choses. On a besoin parce que on a besoin de concevoir des outils qu'il faut mettre à jour tout le temps. On a besoin. Et en fait, j'en parlerai jusqu'après, on a un vrai problème de passage à l'échelle par rapport au modèle économique des entreprises du numérique aujourd'hui. Les sciences comportementales et sociales, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'agents qui commencent à comprendre qu'en fait, quand une politique ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément que l'usager n'a pas compris, mais potentiellement parce qu'il y a un biais intellectuel, un biais de comportement qu'on n'a pas identifié et qui fait que ça n'a pas l'impact escompté.
Après, sur l'aspect comportemental et social, il y a certains ministères qui sont beaucoup plus experts sur les sujets. L'idée, c'est vraiment de faire monter les autres ministères en compétences. Et puis, les outils plus métiers, hein, en opposition aux outils basiques et transverses des agents, donc sur les directions départementales des territoires qui interviennent sur de l'imagerie satellite, sur l'imagerie de drone, qui interviennent sur toutes les données environnementales en fait, qui vont permettre de planifier le territoire, de répondre en cas de crise environnementale, etc. Les outils métiers autour de l'économie, autour du développement des entreprises, autour de la sécurité intérieure, etc., des finances. Et j'ai oublié de mettre le 3 petits points derrière. J'ai fait une grosse catégorie là-dedans parce qu'on va potentiellement parfois être un peu dans le gadget, mais on va surtout être dans des outils qui vont permettre aux gens de mieux faire leur métier. L'objectif, c'est pas d'avoir l'outil, l'objectif, c'est de mieux faire le boulot. Et alors là, il va y avoir un panel finalement de cas assez conséquent. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail et je ne suis pas experte pour bien placée pour le faire. Les freins aujourd'hui, on a une question de modèle économique des solutions. C'est-à-dire que sur certains projets, on a travaillé avec des entreprises. Et en fait, le fait que ce soit par exemple de la licence, il faut savoir qu'en Occitanie, on a 8000 agents. Même une licence à 5 € par agent, même une licence, on n'y arrive pas en fait. On n'a pas les moyens financiers, on a des moyens financiers qui sont en baisse. Je ne vais pas vous refaire l'histoire sur la dette publique et sur les années de discours politiques qui disent qu'il faut supprimer les fonctionnaires et baisser les dépenses publiques. Mais quand je dis qu'aujourd'hui on a des services qui sont exemples, je ne mâche pas mes mots, autant en termes de moyens qu'en termes de ressources humaines. Et le problème, c'est que les missions n'ont pas diminué, les gens ont diminué, les moyens ont diminué. Et aujourd'hui, si on est à la limite d'un vrai verrouillage, et il y a plein de services publics aujourd'hui qui sont en carafe parce que on a besoin d'outils et finalement, les seuls qui savent ont des modèles économiques qui ne nous permettent pas de porter. C'est pour ça qu'il y a une vraie stratégie pour réinternaliser un certain nombre de choses. Je n'ai pas de solution aujourd'hui. Je vous présente vraiment la chose avec quelque part la plus grande naïveté. Et puis, pour les outils numériques, on a une obligation de montrer patte blanche. Moi, j'en ai fait l'expérience. On a développé de l'automatisation robotisée de processus. On a créé un centre d'excellence interne. C'est-à-dire qu'on a formé les gens à la RPA. On utilise un logiciel qui s'appelle UiPath parce que dans les solutions ouvertes, parce que l'offre correspondait aussi à notre besoin d'aller vite, d'être performant, etc. Il y avait toute l'académie qui était ultra performante, sauf que maintenant, c'est à nous de démontrer que UiPath correspond aux critères du ministère de l'Intérieur, c'est à nous de faire les études de sécurité, c'est à nous de machin. Et on ne peut pas, en fait. Donc, soit les services numériques qui sont à destination de services publics sont en capacité de montrer patte blanche, soit on ne peut pas passer le cap de l'expérimentation. On ne peut pas passer à l'échelle. Ensuite, on a des enjeux politiques, évidemment, qui sont parfois difficiles à gérer, mais vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie culture à changer. Et pourtant, on a la nécessité d'associer toutes les forces en présence, privées, publiques, pour pouvoir faire face aux défis de demain. Et aujourd'hui, c'est un peu l'équation à 18 ans connue qu'on essaye de résoudre, que ce soit au sein des labs ou au sein des services publics. Voilà. Et donc, on voulait parler tout à l'heure un peu des enveloppes, des moyens, on parlait de moyens. Moi, aujourd'hui, le seul moyen que j'ai financier au niveau de la région, c'est le FTAP déconcentré. Donc, le FTAP, c'est le Fonds de transformation de l'action publique. Il est en 2 volets. Il y a un volet national sur des projets qui sont à plus de 1 million d'euros. On en porte. Et puis, il y a des projets plus régionaux, plus locaux, qui sont portés par les services en local. Et dans ces cas, actuellement, là, on a 1,7 million sur 2 ou 3 ans, je ne sais plus, de budget qui est administré par le laboratoire d'innovation et qui permet de financer l'intervention d'experts, de la prestation de développement numérique, etc., dans les contraintes qui nous sont fixées, c'est-à-dire qu'on vive McKinsey, au-dessus d'une certaine enveloppe, d'un certain budget de 40 000 €, on doit absolument faire passer par des marchés nationaux, donc on n'a pas la main pour choisir nos prestataires. Et ça marche au niveau de la DITP, mais également de la DINUM. Donc sur les sujets numériques, parfois, on sait qu'on a des prestataires, enfin, des gens en local qui peuvent nous trouver une solution. Sauf qu'on est obligé de passer par des marchés nationaux. Et ça nous pose autant de problèmes qu'à vous, je pense. Donc, on essaye toujours de passer sous les enveloppes. On fait un peu, voilà, on se débrouille. C'est la technique de la débrouille, et je pense que c'est le propre des laboratoires d'innovation.
Voilà, c'est tout pour moi. Et je suis désolée pour les fautes d'orthographe. J'ai vraiment finalisé la présentation il y a 10 minutes, enfin 40 minutes maintenant. Voilà. Merci Alice beaucoup pour cette intervention, puis pour cet éclairage du coup sur l'innovation dans le secteur public. Du coup, pour suivre les interventions, on va avoir l'exemple notamment du laboratoire d'innovation publique de la région avec Antoine Foucault qui va nous présenter les différents projets qui sont portés au sein de ce laboratoire de la région Occitanie. Antoine, qui est directeur de mission et coordination de l'innovation, que je n'avais pas précisé. Voilà, Antoine, c'est à vous. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on se connaît bien avec Alice et on partage beaucoup de préoccupations communes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle a dites et voilà, que je confirme comme étant une réalité aussi au niveau de la région Occitanie. Donc, j'ai un peu moins de temps qu'Alice, donc je vais faire assez bref. Donc, le laboratoire d'innovation publique de la région, il est assez analogue en fait à ceux qu'on peut trouver dans un certain nombre d'autres régions françaises. Il repose donc sur un service chargé de promouvoir le design de services appliqués aux politiques publiques. Donc, Alice l'a évoqué d'un trait également en ce qui la concerne tout à l'heure. Vous avez à l'écran là, donc, voilà, quelque chose qui est un peu au fondement, mais que vous connaissez sans doute, de toutes les approches design, qu'elles soient appliquées donc, aux espaces, qu'elles soient appliquées aux produits, à l'UX, aux aspects numériques, qui consistent tout simplement finalement à prendre le temps de prendre connaissance finalement des réalités des usagers, de mobiliser des expertises et des non-expertises, de prototyper, de tester les prototypes et d'évaluer l'ensemble avant d'aboutir à de solutions opérationnelles qui soient réputées mieux correspondre finalement aux usages. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'ensemble des pratiques qu'on développe au sein de notre équipe. Donc c'est une équipe qui comprend à peu près 12-13 personnes. Alors, ça varie en fonction des périodes, notamment contractuelles, que peuvent connaître les uns ou les autres. Et c'est une équipe donc, qui est centrée sur le design, sur l'évaluation des politiques publiques, sur la prospective et l'anticipation, qu'on place nous vraiment comme étant quelque chose qui doit être au cœur de toute approche appliquée à la transformation et qui est au cœur d'un écosystème interne dans lequel on trouve aussi des innovateurs en charge pour les uns du numérique. C'est-à-dire que moi, je l'indiquais à Angélique en particulier, je ne m'occupe pas strictement d'innovation numérique. Je peux développer des prototypes qui peuvent mener à des innovations numériques. On a mené par le passé autour notamment des circuits de notes, autour des solutions de covoiturage. On est en train de travailler actuellement à un prototype de solution, on va dire, portable, mobile, qui permettent d'appréhender les réalités du bien-vivre des habitants dans les territoires, donc avec un questionnaire pouvant être administré à partir d'un téléphone portable. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours de prototypage encore, dont je ne peux pas vous parler encore aujourd'hui. Ce sera peut-être plus facile dans quelques mois si on se revoit. Mais en tout état de cause, pour nous, le numérique est vraiment quelque chose qui vient répondre à un besoin, mais qui n'est pas une fin en soi. Donc avec Alice, donc elle n'a pas eu le temps de parler du réseau régional Oasis, mais c'est vrai qu'on avait dans l'idée, faute de temps, mais d'aboutir, et on avait d'ailleurs répondu tous les deux à un appel à projet national donc, sur une enveloppe numérique qui consistait à développer un outillage numérique pour mettre en réseau l'ensemble des acteurs publics qui promeuvent donc, les mêmes objectifs que nous au plan régional. Et puis on s'est aperçu à l'appui donc, d'une approche design assez lourde, qui nous a occupé presque un an, que finalement la solution numérique n'était pas clairement la réponse finalement aux besoins qui a été éprouvé par les utilisateurs, en l'occurrence les collègues des différentes collectivités et services de l'État qui avaient vocation à rejoindre ce réseau. Voilà, donc on a à connaître du numérique, mais on n'est pas un lab d'innovation numérique. Donc si vous voulez vraiment avoir des réponses sur ces terrains-là, donc c'est plutôt au niveau de nos collègues de la direction de l'information et du numérique qui déploient finalement des réponses qui vont un peu dans le sens de ce que disait Alice à l'instant, sur l'intelligence artificielle, sur les enjeux de souveraineté, d'éthique, de dématérialisation, de bureaux mobiles, de compétences. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Alice par rapport aux compétences et à l'attractivité des métiers. On est en train de travailler actuellement sur un projet de marque employeur, notamment dans la direction du numérique,
pour faire en sorte que plus de talents, on va dire, plus de compétences finalement sur ces métiers-là rejoignent les collectivités, notamment la nôtre. Il y a une concurrence assez importante par rapport au secteur privé sur ces sujets-là. Bon, enjeu de compétences, de numérique responsable, de sécurité, à l'heure d'un monde géopolitiquement extrêmement complexe et d'attaques qui sont quotidiennes, une sécurité très forte également partagée au niveau de l'État. Voilà, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont effectivement traités en innovation numérique à la région, mais pas spécifiquement dans l'équipe dont je m'occupe. Et par ailleurs, je ne m'occupe pas non plus d'enjeux d'innovation managériale, d'innovation de participation citoyenne, d'innovation dans la recherche, même si j'ai aussi, avec mes collègues, à travailler en mode projet sur tous ces sujets. Donc, je vais vous présenter, moi, 3 exemples très rapides. Donc, je n'ai pas la main non plus sur le diaporama, mais je fais confiance pour le déployer. Donc, 3 exemples qui sont assez caractéristiques de type de projet sur lesquels on peut aller. Donc, le premier concerne, très concrètement, et vraiment en 2 minutes, donc un équipement public, en l'occurrence celui de la gare de Figeac, qui avait brûlé dans le Lot il y a quelques années de manière accidentelle, et sur lequel on nous a proposé donc, de constituer une équipe multidisciplinaire pour, en lien avec la direction concernée, le cabinet, les maisons de région, qui sont les antennes de la région dans le territoire régional, et ce qu'on appelait à l'époque des équipiers du lab, c'est-à-dire des agents de la région qui sont formés, acculturés à tout ceci, à l'instar de ce qui se passe aussi au niveau des services de l'État, des partenaires locaux, en l'occurrence la mairie de Figeac, la SNCF et quelques autres, d'avoir vraiment une approche complètement immersive qui nous permette donc sur un temps donné, donc en l'occurrence c'était sur quelques mois, de septembre 2019 à novembre 2020, donc un peu plus d'1 an, d'explorer, de mener des entretiens, de rencontrer les acteurs, de mener des entretiens qualifiés, d'aller dans l'espace public pour prendre vraiment la mesure de besoins tendant au final à la reconstruction de ce bâtiment, tenant compte donc des prescriptions issues de la réflexion collective qui ont ensuite été reprises par le programmiste et par l'architecte qui a été retenu pour la reconstruction de cet équipement. On peut passer à la diapositive suivante, qui vous montre un certain nombre de photos, donc la gare de Figeac pour celles qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Voilà. On a également été en situation de mener des entretiens dans le train, donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez caractéristique d'une approche de type lab, d'être vraiment là où se passent les choses, là où sont les usagers. Donc, quand on parle d'une problématique de mobilité, on ne va pas hésiter à aller effectivement dans le train qui mène, donc là en l'occurrence la gare de Figeac, qui en repart pour prendre vraiment la mesure des réalités vécues. Quand on est sur l'approche d'une politique sportive, on sera au contact des sportifs. Quand on est en lien avec une politique d'aménagement urbain, par exemple, on va aller se déplacer sur le quartier de politique de ville. Voilà. Être là où se passe vraiment et où vivent les usagers et où se passent les réalités concrètes. Diapo suivante. Là, ça vous donne un esprit du type de maquettage, de prototypes auxquels on peut aboutir, donc avec des outils qui sont des outils de designers, donc là en l'occurrence des outils type SolidWorks par exemple ou Rhinoceros, qui sont des outils spécifiques numériques qui permettent vraiment de représenter en l'occurrence des projections donc de situations désirables qui sont ensuite confrontées moyennant divers croquis, on va croiser aussi avec en l'occurrence les cabinets d'architectes retenus, permettant d'aboutir à des solutions plus définitives. Diapositive suivante, quelques photos qui datent d'il y a quelques mois de reconstruction du hall, de la façade. Bon, c'est un bâtiment classé avec 2 niveaux qu'il a fallu effectivement intégrer dans une approche complètement patrimoniale. Le deuxième exemple donc diapo suivante que je voulais citer, c'est un exemple important pour nous parce que c'est un exemple un peu fil rouge qui nous occupe en fait de manière pluriannuelle en lien avec les compétences de la région, qui portent notamment sur les lycées, comme vous le savez sans doute, à l'appui d'une conviction forte donc portée par la présidente Carole Delgado, le directeur général des services, de considérer que parce que la région a à voir avec les lycées et a traité les lycées, elle doit aussi, dans un partenariat bien mené avec les rectorats, se mettre en situation finalement de réfléchir à des aspects périéducatifs et d'être dans une collaboration complètement ouverte permettant non seulement d'être là pour construire des bâtiments et pour les entretenir, et
pour également animer et rémunérer des communautés d'agents régionaux dans les cantines, des agents d'espaces verts, des huissiers, des agents et des personnels de ménage et d'entretien. Au-delà de ça, mener finalement des réflexions plus ouvertes sur la façon de concevoir l'éducation dans le monde du XXIe siècle. Donc là aussi, un même principe, équipe projet multidisciplinaire avec les experts concernés au niveau de la région, les experts concernés au niveau du rectorat, les représentants des communautés pédagogiques, gros travail de terrain, diapo suivante, pour amener finalement à imaginer, donc autour de quelques grands axes de travail, tournant autour de de repenser les espaces dans les lycées, de conduire des temps de concertation avec les lycéens, avec les communautés pédagogiques pour ouvrir les lycées aux réalités des territoires, ouvrir les lycées aux enjeux de citoyenneté, aux enjeux de vie culturelle, aux enjeux de vie économique locale, de vie sociale locale, d'engagement, de budget participatif, le tout étant porteur d'énormément d'innovation pédagogique, d'amener finalement les lycées et les lycéens et les communautés, y compris les parents d'élèves, finalement à essayer d'enrichir un petit peu le parcours pédagogique des élèves. Donc, on a mené ça donc, dans un cadre design, on a développé donc, un certain nombre d'axes d'idéation et de progrès, puis ensuite on a soumis ces axes, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au double diamant, à finalement des mesures d'expérimentation qui ont été elles-mêmes évaluées tout au long de ces dernières années et qui ont amené au vu des expérimentations et de résultats des tests menés, un certain nombre d'ajustements qui ont pu parfois être des ajustements dans le domaine numérique. Il y a des lycées numériques qui existent dans la région, donc non pas sur le fonctionnement des logiciels évidemment, mais sur l'usage, sur les contenus, sur la manière de développer peut-être telle ou telle solution, et puis aussi sur beaucoup d'usages également non numériques. Diapositive suivante, avec peut-être quelques photos qui l'illustrent. Voilà, donc là, c'est plus pour illustrer effectivement l'aspect concertatif. Donc là, en l'occurrence, autour de la création d'une maison des lycéens, autour d'un lycée à la thèse, lycée Jean-François Champollion. Diapositive suivante, voilà des exemples un peu avant-après d'espaces de travail finalement conçus à l'appui des outils du design. Donc, derrière, évidemment, avec des logiques d'achat de mobilier, naturellement, dans le cadre de logique de programmation. Diapositive suivante. Là, voilà, donc j'ai repris cet exemple-là parce que voilà, il fait écho au lycée numérique et il fait écho également donc, à un partenariat, je parlais de partenaire tout à l'heure, qui a pu être mené dans le cadre de cette expérimentation lycée de demain avec le réseau Canopé, qui développe des solutions numérique, notamment d'accompagnement à la formation des adultes et des enseignants, en particulier dans le lycée. Et donc là, effectivement, avec le réseau Canopé, l'idée, ça a été non pas de travailler sur les outils en tant que tels, mais de voir comment, à partir des outils numériques déployés, ils pouvaient être intégrés dans les éléments de contenu, des questionnements, un questionnaire en ligne que vous voyez en bas à droite de l'écran, permettant finalement de mieux traduire et de mieux reproduire d'envie, de besoins exprimés par les lycéens, les communautés, pour les faire davantage matcher, si je puis dire, avec les contenus en ligne proposés par le réseau Canopé en direction des enseignants. Diapositive suivante, pour un troisième et dernier exemple, qui est complètement différent, mais qui fait complètement écho à l'actualité, au changement climatique et à la nécessité d'accélération des transitions dans le domaine notamment de l'agriculture et de l'alimentation. On a donc produit une démarche design là aussi très, très importante et ambitieuse, qui a donné lieu d'ailleurs à des présentations au dernier salon de l'agriculture, des contrats d'agriculture durable qui donc aujourd'hui sont assortis de plusieurs millions d'euros qui permettent finalement d'accompagner les exploitations agricoles vers des modèles de production plus vertueux, pas nécessairement bio, parce qu'avant c'était un peu soit le tout bio avec des exigences extrêmement importantes dans lesquelles les agriculteurs ne se retrouvaient pas nécessairement, soit effectivement des modèles d'agriculture raisonnée plus conventionnels. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs par le biais de ces contrats dans des solutions d'accompagnement plus individualisées. Bon, on peut passer rapidement sur les diapositives. Bon, je reprends quelques chiffres. Voilà, les dates vous permettent de voir un petit peu quelle est la temporalité de ces projets. À chaque fois, c'est quand même plusieurs mois. Un projet en mode design, ça peut être 6, 8, 10, 12 mois. Rarement plus, ceci dit. Si c'est plus, c'est plutôt sur des logiques de fil rouge. Le temps nécessaire
à la compréhension du sujet, à la rencontre des acteurs sur le terrain, à la confrontation des idées, à l'élaboration des prototypes, au test de ces prototypes. Beaucoup de déplacements physiques, hein. L'Occitanie est une grande région, donc ça nécessite effectivement pas mal de kilomètres parcourus, pas mal de temps passé, et voilà, des rencontres d'acteurs, toujours en nombre relativement limité, hein, malgré tout, parce que c'est quand même beaucoup de qualitatifs, hein, derrière. Hein. Donc, on n'est pas, bon, Alice disait, McKinsey tout à l'heure en plaisantant, c'est vrai qu'on n'est pas sur, voilà, nous, des approches très quantitatives à base de questionnaires qui sont balancés, voilà, des centaines de personnes. On ne va pas être là-dessus, on va plutôt être vraiment sur des entretiens, hein, soit des entretiens programmés, soit des entretiens un peu plus impromptus. Et donc, forcément, quand on est sur un entretien, c'est du temps passé, et donc, c'est voilà, moins de personnes rencontrées. Alors, il y a des techniques que vous connaissez peut-être, hein, alors je ne connais pas tous, en tout cas loin s'en faut, donc, qui s'appuient sur les personas, ce qu'on appelle les personas, qui permettent d'avoir des typologies, finalement, à base d'archétypes d'usagers, qui permettent, en ayant rencontré 10, 12, 14 personnes, voilà, choisies selon des typologies voilà, bien menées et bien senties par rapport à l'objectif recherché, de considérer que même si on n'a rencontré que 14 personnes, 14 typologies fois X personnes à l'intérieur de chacune de ces typologies, soit 40 ou 50 personnes au total, on a finalement recueilli un matériau qui est aussi représentatif que si on avait rencontré 1500 ou 2000 personnes. Moyennant beaucoup plus de temps passé, évidemment, pour y parvenir. Voilà. Donc là, autre exemple de prototype. Tout à l'heure, vous aviez des schémas, des croquis, élaborés donc, au format numérique, hein, avec des logiciels dédiés de designers. Là, à l'inverse, on est vraiment sur du low-tech, on est sur du carton, du matériel de récupération qui permet voilà, de figurer les idées, d'illustrer les idées, de faire réagir par rapport à ces idées un certain nombre d'usagers. Là, en l'occurrence, par rapport au contrat agriculture durable, je crois que c'était un atelier, un workshop avec les représentants de la profession agricole, notamment les syndicats agricoles et les branches professionnelles concernées. Voilà, donc là, le résultat opérationnel, j'ai repris le chiffre de 2022 qui a un peu évolué depuis, donc 1 million d'euros. Donc, pour montrer qu'on est vraiment sur des actions qui ne sont pas des actions voilà, perchées au fin fond d'un 4e sous-sol, mais vraiment reliées complètement aux politiques publiques régionales, là où on nous sollicite. Voilà, diapo suivante, je pense que j'en ai presque terminé, où je vous ai remis là une petite diapositive alors, qui traduit finalement l'idée de formation, d'essaimage et de diffusion de l'ensemble de ces pratiques et de ces méthodes auprès du plus grand nombre d'agents possible. Donc, sur le précédent mandat régional, on avait cherché donc, à créer des communautés d'agents, d'équipiers du lab, de gens missionnés pour partie de leur activité, pour finalement aller soutenir des projets d'innovation publique, y compris dans d'autres directions que la leur. On a acculturé par ce biais plusieurs centaines d'agents. On estime qu'on a voilà, sur 1600 à 1700 agents au niveau des 2 sièges de la région à Toulouse et Montpellier. Je ne parle pas des agents qui sont dans les lycées, où là, voilà, il y a beaucoup plus de monde et c'est plus difficile, en tout cas à ce stade, de les toucher, en dehors des approches de type lycée de demain dont je viens de parler. On a considéré qu'on avait touché une majorité d'agents des 2 sièges de Toulouse et de Montpellier. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une logique qui consiste à considérer que tout le monde est innovateur, et que parce que tout le monde est innovateur, en créant et en multipliant des points d'échange, de rencontres, ou sous forme de café, sous forme de séquences de type l'absession, où les gens arrivent avec leurs problèmes, et puis, moyennant le partage, la rencontre et l'échange avec des designers qui sont en mode porte ouverte, repartent avec des éléments de solution pour voilà, y remédier à l'appui d'intelligence collective. Aujourd'hui, on est plutôt sur des rencontres un peu plus impromptues et un peu plus multipliées, qui ne visent pas à identifier ceux qui sont des innovateurs et les distinguer de ceux qui n'en seraient pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, de près ou de loin, a eu à connaître de ce type de démarche. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Je pense que j'ai respecté à peu près le timing qui m'était imparti, soit à peu près un quart d'heure. Merci beaucoup, Antoine, pour ces différents exemples de projets qui sont menés au sein du laboratoire d'innovation de la région. Si nos participants ont des questions, vous pouvez les poser dans la partie Q et R, questions et réponses. Nos intervenants pourront y répondre en direct, à l'oral ou par écrit. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce petit outil de... On continue avec une intervention du coup de Pauline Folcher sur l'innovation publique qui est au sein de l'université et qui va notamment nous présenter la chaire usage et pratique de la ville intelligente de l'université de Montpellier et les différents projets qui sont dédiés du coup aussi au secteur public qui sont menés au sein de cette chaire. Pauline,
C'est bon. Merci, merci Angélique. Voilà, je peux bouger les diapos. Merci Angélique pour cette présentation. Merci à tous de votre écoute et des présentations précédentes qui étaient extrêmement intéressantes. L'idée ici, c'est aussi de vous présenter que il n'y a pas que McKinsey, il y a aussi des chercheurs qui sont capables de faire des études au sein de l'université. Hein, et comme je vais vous le présenter, même si bon, aussi. C'est un peu déformé, je m'en excuse sur cette première page. Notre chaire est une chaire universitaire et internationale, et dans le côté international, c'est parce qu'on a un partenariat avec l'ESG UQAM, du coup à Montréal, et tout ça pour vous dire que voilà, eux, dans leur organisation, c'est très régulier en fait que les entreprises, mais également les collectivités locales, voire fédérales, fassent appel aux chercheurs dans les laboratoires, justement pour tester leurs solutions, questionner des problématiques particulières, notamment sur l'innovation numérique, mais également sur la mise en place dans les territoires. Donc, en gros, une chaire, qu'est-ce que c'est? Une chaire universitaire, hein, ça, on va regrouper. Je suis désolée, il y a un peu de texte, mais c'est plus pour après vous donner toutes les informations nécessaires. Je vais pas lire tout ça, je vous rassure, que vous ayez toutes les informations nécessaires ensuite. Nous, l'idée, c'est vraiment de créer un pool de spécialistes, hein, d'experts en France et également au Canada, hein, sur des expertises. Moi, par exemple, je suis chercheuse en management et notamment en comportement de consommation, en marketing, sur la consommation responsable, mais également travailler en accord avec des urbanistes, des sociologues, et également des laboratoires qui seraient beaucoup plus techniques, etc., hein, la mise en place d'objets et d'objets numériques, et de réfléchir tous ensemble, en fait, aux questions sur voilà, l'intelligence de la ville. Alors, petit point de détail et de vocabulaire, hein, alors, le côté ville intelligente, hein, qui est dans le nom de notre chaire, il faut l'entendre comme de l'intelligence urbaine et pas forcément être du tout numérique et des capteurs partout. Un peu comme le disait le précédent intervenant, l'idée c'est de voir le numérique comme un outil et non pas comme une finalité. C'est vraiment dans cette idée-là que l'on construit toutes nos recherches au sein de la chaire Citus. L'idée c'est de se dire comment est-ce que les individus, les citoyens appréhendent ces innovations numériques, est-ce qu'ils les acceptent, se les approprient, quels sont les freins qu'ils rencontrent. C'est vraiment de regarder tout ça et regarder comment est-ce que cette ville intelligente va permettre de développer le bien-être des gens, en fait, quelque part. Hein. Une ville intelligente, c'est une ville qui contribue au bien-vivre des gens qui l'habitent et qui va lui faciliter son quotidien, etc. Et donc, c'est vraiment là-dessus que l'on va se concentrer. Donc, du coup, on va vraiment regarder comment voilà, les usages des services, qu'ils soient plus ou moins numériques au sein des villes, vont évoluer chez les citoyens. On va regarder quelles sont les attitudes, les perceptions qu'il peut y avoir. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de peurs et de représentations négatives liées à l'innovation numérique. Donc, on va étudier tout ça. Et donc, du coup, à chaque fois, hein, vraiment des deux côtés de l'Atlantique, avec vraiment cette idée de transversalité des questions que l'on va se poser. Et également, hein, chaire universitaire, ok, mais pas déconnecté de la réalité. On a de nombreux partenaires. Hein, je vois que certains font partie des participants, et les problématiques que l'on va traiter sont vraiment ancrées dans les problématiques concrètes des collectivités et des territoires. Donc vraiment notre vision un peu, hein, c'est vraiment de contribuer à cet écosystème d'innovation. On va mettre en relation non seulement des universitaires, mais également des cas très concrets d'entreprises, des startups, des collectivités, et on va aussi mettre à profit et quelque part éduquer nos étudiants à cette innovation du numérique, que ce soit sur les nouveaux métiers. Hein. Vous parliez tout à l'heure parfois de difficultés à recruter. Nous, voilà, on va essayer aussi, au travers de nos différentes formations de master, etc., à intégrer ces problématiques d'innovation et notamment d'innovation numérique, de faire découvrir en fait ces nouveaux métiers, ces nouvelles missions, pour aussi créer les futurs managers quelque part de cette transition à la fois écologique et numérique. Donc l'idée c'est non seulement de créer de la connaissance, on va dire scientifique, de la connaissance fondamentale, mais c'est aussi de la partager, de vulgariser nos recherches scientifiques à destination à la fois de nos étudiants, mais aussi et surtout auprès des collectivités et des entreprises qui pourraient y en avoir besoin.
Donc, en gros, nos objectifs, c'est un petit peu la première face du diamant qui a été présentée tout à l'heure. C'est vraiment décrire, expliquer, comprendre, observer, voir comment ça se passe, en fait, la mise en place de ces projets-là, mais aussi comment est-ce que tous ces projets sont reçus par les citoyens, puisqu'on l'a entendu beaucoup depuis les deux présentations précédentes, l'usager est au cœur des problématiques, on fait tout ça pour le service au public auprès de ces usagers-là. Et la question, c'est vraiment de se dire comment est-ce que eux ils vivent tout ça. Et c'est justement, alors voilà, pardon, je me rappelle plus, j'avais mis cette slide-là sur l'organisation, c'est vraiment pour vous montrer le côté à la fois transdisciplinaire et international de la chaire, avec à la fois le SGUCAM et Montpellier Management, qui est l'institut de l'université de Montpellier en management. Également, voilà, du coup, avec des réseaux de partenaires, que ce soit la mairie de Montréal, qui est partenaire de la chaire, mais également la métropole de Montpellier. On va aussi utiliser des laboratoires d'innovation, notamment le Greenux Lab là, qui est à Montréal et qui est un laboratoire d'un commerce en fait innovant, de vrac, de produits secs et de produits frais innovants, de toute la mise en place et l'utilisation des technologies numériques pour favoriser la consommation responsable. Et donc des pratiques du coup moins de surconsommation, mais des pratiques plus de sobriété, de consommation réfléchie, etc. Donc qui est aussi un des gros pôles et des grosses problématiques que l'on traite dans la chaire, avec cette réelle conviction qu'il ne faut pas forcément opposer numérique et durabilité, et plutôt se dire comment est-ce que le numérique, dans sa dimension de sobriété, comme vous disait Emmanuel tout à l'heure en introduction, peut contribuer au développement de projets durables et plus écologiques. Donc voilà, donc également des projets où certains de nos chercheurs travaillent dans d'autres projets. Peut-être que vous connaissez le projet HUT, pour ceux qui sont dans la région de Montpellier, Human at Home Project, qui était vraiment le test un peu d'un appartement connecté. Donc voilà, on va croiser en fait les différentes expertises de tout l'écosystème, on va dire, universitaire au niveau de la région. Et donc, en gros, notre projet scientifique, nos axes, ça va être tourné notamment autour de la citoyenneté même numérique, comment on peut développer la participation citoyenne. Quand j'entends participation citoyenne, c'est pas uniquement aller voter, mais c'est également l'implication des individus dans les projets de leur ville, de leur quartier, voir justement comment les outils numériques peuvent faciliter tout ça. On a fait plusieurs études, notamment avec les étudiants autour de la participation citoyenne chez les jeunes, et on se rend compte, que ce soit dans des entretiens qualitatifs ou des questionnaires plus quantitatifs, que les jeunes ne se sentent pas à leur place, ne voient pas l'utilité de parler parce qu'ils se sentent pas écoutés. Et donc, on va travailler tout ça sur se dire, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux outils, de nouvelles plateformes qui pourraient permettre aux personnes qui se sentent un peu exclues de cette partie, de ce développement, de cette dynamique au niveau de la cité, de pouvoir participer. Donc, on va à la fois tester ça, essayer de comprendre justement les freins et les motivations à participer. On va regarder également aussi les milieux de vie intelligents. Comment est-ce que, et c'est ce que notamment moi je faisais dans HUT, comment est-ce qu'un appartement connecté, comment est-ce que les données que je vais avoir, qui vont être vulgarisées et qui vont me permettre de m'informer, vont faciliter des pratiques plus responsables, soit en termes d'économie d'énergie au sein de mon logement, mais également dans tous mes process de consommation. On va regarder également, on a des chercheurs qui sont spécialisés dans l'accessibilité de l'alimentation et l'agriculture urbaine. Et c'est ça aussi la ville intelligente, c'est pas que le numérique, c'est vraiment comment est-ce qu'on conçoit cette durabilité et forcément l'accessibilité à de la nourriture saine pour les usagers, les citoyens de la ville est déjà on va dire un prérequis. Et si c'est peut-être une problématique qui vous semble assez loin de nous en France, au Canada et notamment à Montréal, c'est une vraie problématique puisqu'il y a des quartiers, des zones dans lesquelles il est impossible de se nourrir de façon correcte et saine. Il va y avoir des fast-food, du poulet frit, il va y en avoir à quantité, on peut vous les livrer chez vous en moins de 5 minutes, mais trouver des fruits et légumes à un tarif qui serait
accessible, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment regarder comment est-ce qu'on met tout ça en place. Et puis, enfin, aussi, toute cette économie intelligente et durable, une fois de plus, comment est-ce que on développe des écosystèmes de partage qui vont permettre, à la fois avec l'aide du numérique ou autre, de développer des pratiques plus responsables. Et ce qui fait la spécificité de notre chaire, c'est vraiment que on va avoir ces différents domaines, mais on va toujours considérer des questions transversales, qui va être l'impact positif de la ville et de son organisation sur le bien-être des individus et des gens. L'impact positif au niveau individuel, mais aussi d'intérêt général sur l'environnement et la société, où on va développer des indicateurs d'impact sur la société et la vie au quotidien. On va aussi regarder, une de nos étudiantes a soutenu sa thèse il y a très peu de temps, au mois de mars, sur l'inclusion numérique et l'inclusion sociale, mais toujours dans un regard de cette inclusion numérique perçue. Comment est-ce que les individus se sentent inclus ou justement exclus de toute cette société du numérique, et quelle influence ça va avoir sur son inclusion plus sociale. Et puis, en gros, derrière aussi, puisque même si on s'intéresse aux individus, il y a toujours à la prise en compte le côté un peu matériel, et donc la technologie, l'interopérabilité, parce que, là, j'aurai peut-être pas le temps de le développer, mais une autre fois, vraiment, c'est ce qui va rajouter de la valeur pour les usagers. Quand les services ne fonctionnent pas ensemble et qu'il faut télécharger une application différente pour chaque acte dans sa journée, là, c'est là où les individus ne voient pas l'utilité. Ils vont plutôt télécharger des applications de services, on va dire, plus privés et plus globaux, qui proposent toute l'expérience en entier. Donc, notre spécificité, vraiment notre positionnement différenciant par rapport à toutes les autres chaires et laboratoires, c'est centré sur l'humain. Toutes les études que l'on va développer, on va analyser, aller à la rencontre des individus, des citoyens, des usagers des territoires. Et c'est là où on va se poser les questions justement d'expérience, d'équité perçue, de justice perçue, d'appropriation. Et on va étudier tous ces concepts auprès des individus là-dessus, et comprendre un petit peu toutes ces modalités, quelles problématiques les gens se posent dans leur quotidien. Donc notre expertise et le développement de plusieurs projets. Là, je vous ai mis à droite une capture d'écran de notre site internet, où vous pouvez retrouver énormément de publications scientifiques, mais également de billets de blog qui reprennent ces recherches scientifiques de façon un peu plus vulgarisée, où on a notamment travaillé sur la mobilité douce, avec une thèse qui a été soutenue l'année dernière, également sur les pratiques de zéro déchet. Et cette idée de sacrifice pour l'environnement, est-ce que les individus ont l'impression de se sacrifier pour faire des efforts en fait écologiques? Est-ce que et quelle est la part de ce sacrifice perçu dans leur choix de consommation réelle? Donc on va avoir vraiment cette dimension autour de la durabilité et de la consommation responsable, mais on va également aussi regarder, et on avait notamment travaillé sur un projet avec la métropole de Montpellier autour de la valorisation du patrimoine et de la culture. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils numériques là-dessus? Comment est-ce que les gens les touristes, les habitants de la ville vont s'approprier ces outils du numérique? On va aussi également travailler sur de l'acculturation au territoire intelligent, et c'est notamment ce qu'on va faire avec d'autres de nos partenaires. Je vais notamment dans 15 jours au sein de la métropole d'Angers acculturer toutes les équipes en fait à ce que c'est au territoire intelligent, au-delà du numérique aussi là-dessus. Voilà, pour ne pas être trop longue également, l'outil, c'est un peu notre outil phare que l'on a développé à côté de ça. Donc, on a toutes nos recherches fondamentales, on a cette vulgarisation auprès de différents publics, et puis on a un outil, le baromètre Citus de la ville intelligente, où on a développé l'indicateur de l'intelligence urbaine vécue, qui marche plutôt pas mal et qui a beaucoup séduit les Canadiens, qui pour beaucoup l'imbriquer dans leur évaluation des politiques publiques. C'est l'idée de se dire comment est-ce que la ville est vécue par les gens. Et donc, plutôt que d'étudier et de mesurer par un questionnaire des comportements, prenez-vous les transports en commun, oui, non ou quoi, on va leur demander leur évaluation, de savoir est-ce que la ville, elle est bien configurée. Est-ce que, c'est ce qu'on appelle la configuration inclusive. Est-ce que l'accessibilité est facilitée, que ce soit aux services publics, au commerce, etc. Et est-ce que, ensuite, les choses sont bien faites? Est-ce qu'elles sont bien coordonnées les unes avec les autres? Et enfin, est-ce que ces services, ils sont faciles
facilement appropriables par vous? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous rencontrez voilà, des résistances à l'innovation dans vos pratiques? Puisqu'on parlait de faire modifier les usages et les pratiques, nous, on va étudier les freins et les motivations justement et les représentations qu'il va y avoir auprès de ces innovations dans les usages. Et donc, voilà, les résultats qui vont être mis à disposition du grand public. Pour l'instant, c'était juste pour nos partenaires à partir du 1er juin sur notre site internet. Vous pourrez voir les résultats. On voit que l'intelligence urbaine vécue augmente, mais de façon drastique et significative, le bien-être dans la ville et l'envie de participer. Donc voilà, en gros, un peu pour les différentes actualités de la chaire. On a des partenaires, différents types de partenariats. On peut faire de la recherche fondamentale, ce qu'on appelle les recherches-actions. Vous avez une question, on réfléchit et on pose tout ça. On a aussi des masterclass d'acculturation sur certaines thématiques particulières, des collaborations et aussi, parfois, c'est là où on fait beaucoup appel à nous et où vous pourrez peut-être avoir un intérêt là-dessus, c'est l'association dans des consortiums, dans ce cas d'appel à projets, etc., avoir cette dimension un peu de recherche là-dessus dans les projets, dans les consortiums. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Ça va, on est pas mal. Merci Pauline du coup pour cette présentation de la chaire et on va enchaîner du coup donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Pauline, à les poser dans la partie Q&R, elle pourra vous répondre directement et on enchaîne du coup avec le témoignage du coup de Softeam qui a mené un projet d'innovation européen qu'ils ont obtenu. Et donc, on a Laurent Goncalves, qui est directeur de l'innovation chez Softeam, qui va nous parler donc, de ce projet Poséidon. Voilà, Laurent, je laisse la main. Merci bien. Alors, normalement, vous avez la main pour passer les slides. Tout à fait. Ok. C'est bon. Parfait. Donc, je suis Laurent Goncalves, je suis directeur de l'innovation chez Softeam. Donc, Softeam, c'est une entreprise intermédiaire filiale du groupe DocaPost, elle-même filiale du groupe La Poste. Mais bon, je ne vais pas vous faire la présentation institutionnelle. Hein. Je vais surtout vous parler du retour d'expérience d'un projet de R&D, donc Poséidon, puisque ce qu'il y a d'intéressant, c'est que parmi les partenaires, il y avait des acteurs publics, et donc le focus me semble intéressant. Mais avant de rentrer dans le sujet, juste 2 mots sur ce qu'est un projet de recherche. On a beaucoup parlé de sujet de recherche précédemment. Monter un projet de recherche qui soit européen ou même national, en gros, c'est en premier identifier des verrous qui soient techniques ou fonctionnels, donc des problématiques. Faire un état de l'art pour essayer de recenser toutes les techniques et tous les logiciels qui permettraient de répondre à ces problématiques. Et si justement l'état de l'art ne permet pas de répondre à ces problématiques, on est sur un cas où on a besoin de faire de la recherche. À ce moment-là, on va monter un projet en structurant des lots ou des work packages, établir un planning, des étapes clés. Et parfois, les projets de recherche sont collaboratifs. Donc, c'est le cas du projet Poséidon que je vais vous présenter. C'est-à-dire qu'il associe plusieurs partenaires divers et variés. Donc, acteurs publics, entreprises, laboratoires, universités, associations. Et derrière, on a un budget autour de ce consortium. Donc, chez Softeam, on a cette expérience de montage de projet depuis pas mal d'années. Là, en dessous, vous en avez quelques-uns comme ICT Space, où on avait impliqué la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Île-de-France, la région Midi-Pyrénées, puisqu'à l'époque, ça s'appelait Midi-Pyrénées. Ubiloop, par exemple, pour la génération d'applications mobiles avec tous Métropole, et donc Poséidon, qui me paraît plus intéressant, puisqu'on avait embarqué la ville de Santander, le ministère des Technologies de l'Information de Malte et le ministère de l'Économie et des Finances d'Italie. Donc, pour vous dire juste 2 mots sur ce qu'était ce projet Poséidon et ce qu'il permettait de faire. Donc, l'objectif, c'était de mettre en place une plateforme. Donc, c'était à l'aune du RGPD, c'était juste avant le RGPD, on avait commencé ce projet en 2017. Enfin, l'idée en 2017, on a commencé le projet en 2018, c'était mettre en place une plateforme permettant à tout citoyen européen de piloter le partage de ses informations personnelles entre différents services. Et donc, il y a une problématique entre services publics et services privés. Et ces autorisations de partage stockées sur une blockchain pour en fait assurer tout ce qui est traçabilité, suivi de ces autorisations de partage. Et cette plateforme permet de fournir aux citoyens une tour de contrôle, puisqu'à tout moment, il peut
refuser ces droits RGPD, accorder de nouveaux droits RGPD, visualiser les droits RGPD qu'il a déjà donnés, donc toutes ces autorisations de partage à ces données personnelles. Et en même temps, cette plateforme inclut des modules d'intelligence artificielle pour analyser les flux de partage de données, pour essayer de détecter des fraudes ou des problèmes de cohérence dans les données et détecter donc des risques qu'il peut y avoir sur le partage de données. Donc le projet blockchain, identité numérique européenne, de l'IA, et RGPD évidemment. Donc ça, c'est tous les mots-clés au niveau du projet. Au niveau des partenaires, donc je vous l'ai dit, c'est un projet européen, donc la richesse du type de projet européen, donc là en l'occurrence c'était un H2020, maintenant c'est des Horizons Europe qui ont remplacé ces H2020. La richesse de ces projets-là, c'est la collaboration entre différents partenaires européens. Donc là, en l'occurrence, on avait un consortium italien avec donc le ministère de l'économie et des finances qui, pour eux, pour dire en 2 mots de l'intérêt qu'ils avaient sur ce projet, ils ont développé leur plateforme qui s'appelle NoIPA, donc qui est basée sur Poséidon. En gros, pour vous simplifier, c'est le France Connect pour les agents publics de l'Italie. Puisqu'en fait, le ministère de l'économie et des finances gère toutes les identités des agents des services publics italiens. Et donc, pour que les agents puissent se connecter à différentes plateformes en Italie, ce projet les a aidés. Bon, Accenture, Ilex, donc des entreprises italiennes, Pays-Bas, donc JB, en France, Softeam, Portugal, l'Université de Coimbra. Donc, vous voyez, des associations entre différents acteurs, différentes typologies, publiques, privées, universités. En Espagne, la mairie de Santander, donc eux, leur cas d'utilisation, c'était pour justement fournir des services au public et éviter toute la lourdeur de recueil de données personnelles pour aller se connecter à des services fédérés de données personnelles pour directement voilà, remplir du coup les données automatiquement. Donc c'était ça leur problématique. En Espagne, on avait aussi une université Tecnalia, Pieno, une entreprise de communication. Et à Malte, le ministère des Technologies et de l'Information de Malte, eux, c'était un peu un mi-chemin entre l'Italie et l'Espagne, c'est-à-dire qu'ils voulaient fournir des services à destination de leurs agents publics pour justement faciliter les connexions. Pour rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est qu'un projet de recherche, notamment qu'est-ce que ça a été pour Softeam. Donc, un projet de recherche, en fait, il y a souvent, la plupart du temps, un financement associé. Et donc, là, je le dis un peu pour toutes les entreprises, mais aussi pour les acteurs publics et qui peuvent toucher un financement, notamment pour des personnels non permanents. Ça permet donc d'avoir la possibilité de pouvoir expérimenter des choses. Donc, nous, pour Softeam, on avait un budget de 418 000 € financé à 70%. Par une subvention. Et derrière, ça nous a permis de travailler sur ces problématiques de blockchain. Et derrière, nous, on a des produits, évidemment, toute cette expérience et tous ces prototypes qu'on a pu développer, on a pu les intégrer dans des produits, et donc aller plus loin sur nos produits et expérimenter de nouvelles technologies, en l'occurrence la blockchain. Alors, concrètement, comment fonctionne une fois qu'on est dans un projet de recherche? Comment au jour le jour ça fonctionne? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est découpé en lots. Vous avez une capture à droite là des différents lots du projet en l'occurrence. Ces lots, en fait, ce sont des lots de travail. Donc, il y a à la fois des lots sur tout ce qui est gestion de projet, mais aussi sur le développement du projet, des lots sur la communication. Et en gros, dans tous ces lots, on va avoir des livrables à publier. Livrables, sous-entendu, soit documents, soit logiciels. En gros, c'est la plupart du temps ça. Évidemment, qui dit collaboration dit intérêts différents, donc il y a un accord de consortium, parfois il y a de la propriété intellectuelle à gérer, donc tout ça est à voir au tout début du projet. Mais après, au jour le jour, on a des comités de projet mensuels pour faire le point sur l'avancement des différentes tâches, des réunions techniques ponctuelles avec les acteurs techniques qui ont besoin de discuter ensemble, et sinon on a des comités de pilotage annuels où là, en fait, alors dans le cas de projets européens, c'est les experts de la Commission européenne qui participent, qui font une revue en fait de ce qui a été produit sur le projet. Et donc je vais aller vite. Mon avant-dernier slide. Pour vous faire un petit retour d'expérience sur la particularité de ces projets collaboratifs. Donc, qui dit collaboratif dit intérêt différent. Forcément, les laboratoires de recherche et les chercheurs, eux, ils veulent publier des nouvelles, des papiers, des nouvelles techniques et des nouvelles technologies sur lesquelles ils ont travaillé. Les industriels, eux, ils veulent des solutions qui fonctionnent, donc ils veulent des prototypes, mais même aller au-delà du prototype. Les acteurs publics, ils veulent des solutions déployées,
puisqu'ils veulent vraiment exploiter, ils veulent vraiment mettre en œuvre et directement utiliser les solutions. Et la Commission européenne, elle veut surtout communiquer sur les retombées et sur ce qu'a permis de faire ces projets de recherche. Mais c'est valable pour n'importe quel financeur de projets de recherche. Et donc, c'est toujours il faut jongler un petit peu entre les priorités de chacun. Elles vont toutes dans le même sens, évidemment, donc c'est pas très compliqué non plus. Mais effectivement, il faut toujours jongler un petit peu avec ces priorités. On parle de projets de recherche européens, donc multiculturels, donc on va avoir aussi différents points de vue et manières de communiquer, donc c'est aussi un des écueils qu'on peut trouver sur les projets, mais un des gros intérêts de ces projets de recherche, c'est justement cette collaboration multiculturelle. On va avoir l'appui de chercheurs, des éclairages par des chercheurs, par des universitaires, des éclairages avec des acteurs publics qui sont au plus près des besoins des citoyens et des agents en l'occurrence, et des industriels qui, eux, veulent mettre sur le marché des solutions qui fonctionnent. Et donc, ce melting pot de tous ces avis et de toutes ces idées, en fait, fait que la plupart du temps, on a des projets qui sont beaucoup plus pertinents pour le marché et qui vont plus facilement trouver leur public. Et puis derrière, ça permet aussi d'avoir un partenariat et de créer des contacts européens avec des partenaires divers et variés et d'être sollicité pour des poursuites du projet. Notamment, on a déposé d'autres projets qui sont la suite de Poséidon, mais aussi des partenariats commerciaux qui peuvent déboucher sur ces relations-là. Et en interne, ça nous permet d'avancer également et d'adresser d'autres nouvelles problématiques techniques. Notamment, en ce moment, on a des problématiques sur le travail autour des NFT, une suite un petit peu liée à la blockchain. Voilà, je ne vais pas être trop long. J'en arrive au dernier slide. Si vous avez des questions, je ne pense pas qu'on ait trop le temps, mais posez-les dans le chat et j'y répondrai avec plaisir. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Laurent, sur ce beau projet européen avec plein de partenaires différents. On en arrive à la conclusion du coup de ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. J'ai vu qu'il y avait 2 petites questions qui étaient adressées à Pauline. Malheureusement, elle a dû partir, elle avait une urgence. Je lui poserai par mail pour les personnes qui avaient posé les questions. Je lui transférerai par mail avec les personnes concernées pour qu'elles puissent vous répondre a posteriori. La suite du programme Digital is Future, donc on va pouvoir se retrouver pour ceux qui seraient intéressés sur la conf le 1er juin, donc en présentiel. C'est un peu l'événement qui finalise la saison de Digital is Future sur la thématique très d'actualité sur l'intelligence artificielle et le secteur public, où on aura une keynote introductive avec Yann Ferguson et puis ensuite une table ronde où vous pouvez retrouver à nouveau Pauline Folcher pour le côté universitaire, mais on aura aussi des entreprises et une association avec Equitia qui interviendra aussi sur cette table ronde-là. Vous avez toutes les infos sur la plateforme Digital is Future. On a aussi un webinaire qui sera sur la norme RGAA, l'accessibilité. Donc, c'est un webinaire qui se fera le 7 juin. Et enfin, vous pouvez évidemment, les différents formats qui ont été produits tout au long de la saison depuis le mois de février, les retrouver en replay sur la plateforme. Donc, vous avez le lien ci-dessous. Je remercie tous nos intervenants pour ce webinaire. Si vous souhaitez recevoir la présentation, vous pouvez me faire la demande par mail pour que je vous la transfère. Voilà, normalement, vous avez mon mail. Je vous ai envoyé à tous un mail de rappel ce matin à tous les inscrits. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez recevoir la présentation directement par mail. Merci à tous. Merci beaucoup à nos intervenants s'être rendus disponibles sur cette matinée et d'avoir partagé leurs expériences et leurs projets. À très bientôt.